Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer cette rencontre qui tourne autour de l'intime et le politique. Je trouve que c'est assez bien que pour une journée consacrée au fond à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on se centre sur le rapport entre l'intime et le politique. Notre vie, ce n'est qu'une chose, et notre vie, elle est unie d'une certaine façon. Et je crois que quand on est en société, on a parfois des scrupules à parler d'intimité. Et quand on est avec la littérature, on est forcément aussi dans une certaine intimité. Et c'est de ça qu'on va tenter de discuter. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter nos 4 invités, 4 femmes, comme vous voyez. Et puis, je vais poser à chacune d'entre elles une question sur son livre, de façon à ce que vous connaissiez leur dernier livre. Et puis ensuite, on fera une discussion collective sur ce rapport entre l'intime et le politique. Alors tout au bout, là, il y a Myriam Anisimov. Elle vient de publier un livre qui s'appelle « Oublie-moi 5 minutes » au Seuil. Elle est l'auteure des biographies de référence concernant Primo Levi, Romain Gary, Vassili Grossman, aussi Daniel Barenboim, et de plusieurs récits autobiographiques. C'est une romancière un peu originale. Moi, je la suis depuis au moins une trentaine d'années. Et c'est une des plus grandes connaisseuses de la littérature yiddish et de la Shoah. Je reviendrai à elle tout à l'heure quand on parlera un petit peu de son livre, son dernier livre. À côté d'elle, donc, Constance Rivière. Constance Rivière est l'auteur d'un livre, un roman qui s'appelle « La Maison des Solitudes », qui est paru chez Stock. Elle est maître de requête au Conseil d'État. C'est une ancienne haute fonctionnaire. Elle a été secrétaire générale du Défenseur des droits. Et elle a publié « Une fille sans histoire » chez Stock. Ça a été son premier roman. Et sur celui-là, qui est vraiment au cœur d'une certaine intimité et qui fait le lien entre intimité et politique, justement, nous parlerons tout à l'heure. Ensuite, à côté d'elle, Belinda Cannon. Alors, Belinda Cannon, c'est une romancière. Elle a écrit un certain nombre de romans, mais aussi des essais, notamment un petit éloge de l'embrassement qui m'a absolument fasciné, publié chez Gallimard. Elle a publié L'écriture du désir. Je dirais que ces 2 livres marchent d'une certaine façon du même pas. J'y reviendrai. Le goût du baiser, c'est au Mercure de France. Et puis, le sentiment d'imposture. Le sentiment d'imposture a beaucoup fait pour la célébrité de Belinda Cannon, parce que, au fond, c'est un sentiment qui nous traverse tous. Est-ce qu'on est légitime à parler de ce dont on parle ou pas? Et finalement, c'est une question absolument fondamentale. Et enfin, elle a publié le nouveau roman de l'amour chez Stock il y a quelques mois. Enfin, Béatrice Commanger, qui est ici à ma droite, vient de publier un livre qui s'appelle Alger, rue des Bananiers, chez Verdier. Elle est née en Algérie, elle est romancière et traductrice, et elle a fait une thèse sur Virginia Woolf, et elle a écrit une quinzaine de livres, dont « Et il ne pleut jamais naturellement » chez Gallimard, qui a eu le prix Caz, L'homme immobile, Flânerie anachronique, Finitude, et j'ajouterais qu'elle a traduit le journal d'Anaïs Nin. Alors voilà, je voudrais commencer avec le livre de Myriam Anisimov, en quelques mots. Je dirais que, Myriam, vous tournez toujours autour de votre biographie, d'une certaine façon. Vous êtes née en 1943, excusez-moi de trahir cette information, et vous étiez malade la première année de votre existence à l'hôpital cantonal de Lausanne, et vous en reparlez dans ce livre. Votre mère vous rendait assez rarement visite, c'est le moins qu'on puisse dire, et quand elle vous a retrouvé, d'une certaine façon, vous étiez 2 inconnus l'une pour l'autre. Et c'est un peu les premières scènes de ce livre qui font comprendre, je dirais, dans quoi s'enracine votre biographie. Vous disiez, je vivais dans la confusion et la polyphonie des langues. Et le français, vous l'avez choisi en l'apprenant, et en même temps,
vous avez pris, écrivez-vous, le chemin de l'exil du monde, de l'imagination et de l'enfance. Au fond, ça vous a permis d'écrire, sans doute, toute votre vie, 20 livres, dont des biographies très importantes que j'ai citées. Ce qu'il a fallu d'obstination, d'énergie, d'humour aussi, pour devenir une artiste, pour vivre vos amours, c'est quelque chose qu'on voit dans Oublie-moi 5 minutes. C'est au fond le récit d'un conflit entre la fille et la mère, mais en même temps le récit d'une vie qui s'enracine dans un monde qui souvent disparaît, c'est-à-dire un monde qui souvent s'éloigne et se rapproche suivant les moments de votre existence. Au fond, est-ce que vous avez voulu faire le bilan de ce qu'ont été vos influences et la place de vos parents dans votre biographie? Ça marche? Oui. Bon. Non, oui, vous avez commencé par dire que ma mère ne me rendait pas visite, alors je suis obligée de replacer le début de ma vie dans le contexte historique où il s'est déroulé, c'est-à-dire que mes parents ont fui Lyon pendant les grandes rafles de juifs de l'été 42, et que mon père s'était déjà échappé d'un camp pour être déporté. Ils ont donc réussi à passer la frontière entre la France et la Suisse à Annemasse, à Saint-Julien-en-Genevois. Et donc, mes parents étaient séparés puisque les Suisses séparaient les couples. Et donc, je suis née dans un camp de réfugiés qui était assez mal tenu et donc où les enfants tombaient malades. Et comme j'étais un tout petit bébé, je suis tombée si malade que j'ai passé la première année de ma vie dans un hôpital en Suisse, donc à Lausanne, où j'ai été sauvée par une diaconesse, sans qui je ne serais pas en vie, puisque les médecins m'avaient condamnée. Et donc, l'éloignement avec ma mère n'était pas dû à son fait, mais à l'histoire, à la Shoah. Et donc, la plupart du temps, quand elle avait une permission pour me voir, j'étais comateuse, donc je reconnaissais plutôt mon autre mère, qui était cette bonne sœur, qui était donc ma seconde mère. Je peux dire que j'ai deux mères, une protestante et une juive. Et quand ma mère est venue me chercher à l'hôpital, évidemment, je ne savais pas qui était cette personne. Voilà. Alors maintenant, j'ai pas voulu faire un bilan parce que pour moi, la littérature, j'ai horreur des idées. Enfin, comment dire, je pense pas qu'on fait de la bonne littérature avec des idées. Bien sûr, il y en a. Mais... Donc, j'ai écrit ce livre pour essayer de, comment dire, de voir ce qui m'avait fait. Et finalement, sur cette structure de la langue française que j'ai eu tant de mal à apprendre, le monde qui m'habite, c'est un monde qui a disparu, qui a été anéanti pendant la Shoah. Et moi, je l'ai vécu disons, jusqu'à ce que mon père décède, j'ai vécu dans le monde yiddish. Donc ma langue maternelle, celle que j'entends avec mon corps, pas avec mon cerveau, c'est la langue yiddish. Et mon univers, les références sont yiddish. Et très souvent, quand je parle, il y a des mots qui viennent en français, d'autres qui sont plus profonds, qui viennent en yiddish, même tardivement. Je me souviens, un jour de mes 19 ans, je suis rentrée dans une quincaillerie à Lyon et j'ai demandé un tchaïnik. Alors le marchand m'a dit d'un air étonné, « Je suis désolée madame, nous n'avons pas cet article ». J'ai compris que je demandais une bouilloire, mais pour moi c'était un tchaïnik. Et beaucoup de mots... sont restés comme ça. Donc, mon livre est un livre de métissage de marane, assumé. Et je pense que c'est ça qui a fécondé mes livres, en fait. Alors, ce qui complète le statut de marane, peut-être, c'est bien sûr l'engagement politique de votre mère, qui était, au fond, toujours engagée du côté du Parti communiste et qui a mis très longtemps à s'en défaire. Et vous écrivez, je vais citer un petit texte, parce que la littérature, c'est pas seulement des idées, comme vient de le dire Myriam, mais c'est aussi le texte et la manière dont les mots s'agencent, s'organisent et le rythme de la phrase. J'envie ma petite maman qui croyait que le mal sur terre n'était que l'expression de la pourriture capitaliste et qu'une fois celle-ci éradiquée, ce serait le bonheur, la paix, la prospérité. Staline avait remplacé Akadosh Baruch Hu,
le saint béni soit-il. C'était une phrase, bien sûr, pratiquée par les Juifs, dirais-je. Il lui fallut bien des années pour reconnaître qu'elle s'était trompée sur toute la ligne. « Azoï, sans blague !» se contentait de lui répondre le mari volage de Sourlé, un peu escroc sur les bords, en se marrant. De toute façon, il s'en foutait. Il disait ça simplement pour asticoter sa belle-sœur, qui se croyait plus intelligente que les autres. Il préférait les petites femmes aux intellectuelles prétentieuses, leur ami et la boxe. On voit qu'il y a un mélange social assez extraordinaire dans votre environnement et dans votre famille. C'est-à-dire que, oui, il y avait d'un côté, chez les Juifs communistes, un mépris profond pour ceux qui n'étaient pas communistes. Donc ma mère était une stalinienne virulente, terrifiante, qui ne supportait aucune contradiction. Et elle était tellement bonne qu'elle avait été remarquée par les cadres du parti et qu'on lui avait proposé de faire l'école du parti. Et mon père, qui était un juif polonais progressiste, il était bundiste, si ça vous dit quelque chose. Le Bund, c'était le parti socialiste juif en Pologne, mais c'était quelque chose de très important puisqu'ils avaient des députés à la Diète. Donc mon père était bundiste, et donc tout bundiste qu'il était, tout progressiste qu'il était, et tout socialiste qu'il était, il considérait quand même, c'était un homme du shtetl, c'est-à-dire les villes juives polonaises, et il considérait qu'une femme n'avait pas à faire l'école du parti. Donc il a mis bon ordre dans cette histoire-là. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui ne croyaient pas du tout. Donc mon oncle, qui était un homme très simple, coureur de jupons, beau mec, et qui jouait au rami dans les cafés. Et pour les juifs intellectuels communistes qui allaient aussi, mais qui étaient très ouverts, que mon père allait voir toutes les pièces. On était à Lyon, donc il y avait les galas Carcinti. Ils allaient voir les pièces de Sartre, ils allaient voir écouter Juliette Gréco, Yves Montand. Enfin, ils connaissaient tout. Et l'autre, il jouait aux cartes, donc il était méprisé. Voilà, c'était mon environnement dans la confection, puisque tous ces gens-là qui étaient des rescapés, en fait, des survivants, avaient commencé leur nouvelle vie dans la misère la plus noire, et ils travaillaient en fait dans des petits ateliers dans l'appartement. Et moi, j'ai vécu les premières années de ma vie dans un taudis à Lyon, et avec les machines à coudre, la table de coupe, la presse, enfin voilà, jusqu'à 14 ans, j'ai pas su ce que c'était qu'un WC dans un appartement, une douche, tout ça, ça n'existait pas. C'est pour ça que maintenant, quand on parle de pauvreté, je suis un tout petit peu amusée. Parce que ma mère descendait à la pompe chercher de l'eau dans la rue et le charbon à la cave. Et c'est dans ces conditions que les Juifs qui ont survécu ont vécu les premières années. Après, c'était un peu la prospérité, mais enfin, disons que les 10 premières années étaient extrêmement dures. Et de l'autre côté, la confrontation pour moi avec le monde nouveau, quoi, chrétien, puisque Lyon est une ville ça n'a plus rien à voir avec une ville très catholique. Alors ma première entrée à l'école, j'étais sidérée parce que dès la première récréation, on m'a dit que j'avais tué le petit Jésus. Et donc j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai été demander à mon père qui c'est le petit Jésus que j'ai tué. Et je faisais des cauchemars. J'avais tué quelqu'un, je croyais qu'il apparaissait à la lucarne dans un trou du mur, et mon père m'a répondu en yiddish, alors cette phrase, Yoshke, donc ça veut dire Yoshua, donc le nom hébraïque de Jésus, c'est l'opium du peuple. Donc j'étais pas très renseignée sur la question. Alors Constance Rivière, votre livre s'appelle « La maison des solitudes ». En fait, la narratrice va rejoindre sa grand-mère qui vit ses dernières heures à l'hôpital. Et la maison familiale, des marronniers aux branches basses, une belle propriété, on va découvrir petit à petit que la mère de la narratrice a décidé de ne plus franchir le seuil de la maison de sa mère, de sa propre mère, donc de la grand-mère. Et au fond, tout votre livre tourne autour de la question de la transmission. Et qu'est-ce qui peut empêcher la transmission? Et quand on lit ce livre,
on comprend que, premièrement, la transmission, c'est jamais direct. Et deuxièmement, la littérature nous permet de comprendre ce qui se joue dans un processus de transmission. C'est ce que vous avez voulu faire ? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Je crois que le point de départ de la littérature, ou en tout cas de ce livre-là, c'est le poids des secrets ou des silences. Et l'écrivain, d'une certaine manière, est celui qui va essayer d'aller cheminer dans ces silences pour en lever certains. Je dirais qu'il y a une dimension un peu nettoyeur de l'histoire familiale dans une partie, en tout cas, de la littérature. Et en l'occurrence, ce livre-là, il naît vraiment, par rapport au thème aussi qui nous réunit, de la rencontre entre deux choses. Entre, d'une part, ce secret dans lequel j'ai senti avoir grandi, qui n'est pas directement le sujet du livre, mais indirectement quand même assez puissamment, le sentiment qu'il y avait dans mon histoire familiale toute une série de choses non dites qui étaient arrivées chez moi sans que personne n'en ait fourni la notice d'explication. Et j'ai commencé assez tôt. J'ai grandi avec une mère psychanalyste, un père travaillant dans le théâtre, et beaucoup de silence. Et j'ai commencé à m'intéresser assez tôt à la psychogénéalogie, à cette idée qu'il y avait parfois un certain nombre de choses qui sautaient des générations et qui venaient ensuite habiter ou empêcher le développement de quelqu'un, non pas du fait de quelque chose qu'il serait, mais du fait au contraire de quelque chose qui ne lui aurait pas été dite. Et l'histoire du livre, elle part à la fois de ça, donc de ce constat d'une jeune femme qu'elle grandit entre une grand-mère et une mère, qu'elle aime différemment mais passionnément, et qui ne s'adresse plus la parole depuis plus de 20 ans. Et ce mystère-là de la séparation entre ces deux générations de femmes, l'obsède et l'empêche pour avancer. Et l'autre chose, et cette question aussi de à quel moment est-ce qu'on arrive à parler, comment est-ce qu'on arrive à lever ces silences. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, quand ma grand-mère était très malade, auprès d'elle à l'hôpital. Elle ne pouvait plus communiquer autrement que par des pressions de la main, une fois pour oui et 2 fois pour non. Et donc j'ai le souvenir de nuits entières à lui poser des questions, à essayer d'avancer et de n'avoir jamais réussi à trouver la réponse à cette question que je me posais à l'époque. Et quand j'ai écrit ce livre, c'était ma mère qui était malade et à qui j'ai pu parler. Et j'ai découvert dans l'écriture du livre, par exemple, je lui racontais, elle ne pouvait plus lire, mais je lui racontais certains passages. Et notamment, il y a une scène d'un cauchemar dans le livre. Et je l'ai raconté à ma mère et ma mère s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, c'est le cauchemar qui m'a hanté toute mon enfance. Et donc j'ai écrit un cauchemar dont elle ne m'avait jamais parlé, mais qui était venu se transmettre en moi. Et il y a beaucoup de choses dans le livre qui sont en réalité la découverte de mots qu'elle n'a jamais pu, elle, placer. Et puis l'autre chose qui est comme le déclencheur de l'écriture du livre, c'est la période récente qu'on a vécue, et c'est peut-être une transition aussi pour ce qu'on évoquera après sur la question politique, qui est ce moment des Covid et des confinements, où on a été en quelque sorte empêcher d'accompagner nos proches dans la maladie, dans le deuil, et parfois même au moment des obsèques. Et comme je suis très travaillée par cette nécessité de dire des mots, de pouvoir se parler, de pouvoir et par le constat que je fais que l'approche de la mort est parfois extrêmement libérateur de parole, je me suis demandé quel était l'impact que ça pourrait avoir sur nos vies à nous, mais aussi sur celles de nos enfants, de génération en génération, ces moments-là qui sont des moments qu'on ne retrouvera plus jamais. Au jeu des 7 familles, je demande la famille silence, le grand-père secret, la grand-mère mystère, la mère mutique, le père motus, la fille bouche cousue. Une seule règle du jeu, pas de questions. J'y ai tant joué que je ne sais plus bien parler. Vocabulaire rabougri, limité au jeu social. Les mots de la vie qui ne disent rien d'autre que le lien qu'ils établissent, le beau temps, les dernières informations, les films qui sont sortis,
et les mérites comparés des restaurants du quartier, les mots pour divertir et rire, et qu'il y ait du monde autour de moi. Donc, personne. Banale solitude du monde moderne, les autres mots, ceux qui viennent du fond de l'âme, je ne les ai jamais appris ou je les ai oubliés. J'ai essayé parfois, m'inspirant de la poésie ou imitant les amis dont la témérité m'impressionnait, mais toujours ma gorge se nouait, secouée de quinte de toux ou frappée d'aphonie. Le corps qui se protège, ou pas. Bon, eh bien voilà, ça vous donne une idée de ce qu'est la prose de Constance. C'est tout à fait saisissant, me semble-t-il. Et il y a un travail sur le caractère direct de la forme linguistique que je trouve extrêmement original et très intéressant. Donc ce livre s'appelle « La maison des solitudes ». Alors, Belinda Cannon. Alors, Belinda, j'ai dit qu'elle était romancière, mais en fait, les derniers livres qu'elle a écrits ne sont donc pas des romans. Ce que je pourrais dire d'abord, c'est que c'est le thème principal peut-être de ce qu'elle écrit, c'est le désir. Et d'une certaine façon, c'est un féminin universaliste que vous défendez. Et je dirais que dans un livre qui s'appelle « S'émerveiller », vous avez à plusieurs reprises montré comment vous étiez universaliste. Universaliste à la Simone de Beauvoir, un féminisme universaliste. Et je crois à la fois un désir de vivre, très profond, et en même temps un désir de l'autre que vous voulez rencontrer. Et il y a un livre qui m'a beaucoup marqué de vous, mais ça c'est plus ancien, qui s'appelait « Le désir du passeur ». Le don du passeur, pardon. J'ai dit le désir. Le don du passeur. Le passeur, c'est le père. Le passeur, c'est le père, celui qui a beaucoup marqué votre histoire et, au fond, qui vous a transmis beaucoup de choses. Et finalement, en reparlant ici, je découvre que la transmission est au cœur de presque tous vos romans. De tous les romans dont on parle, la question de la transmission est présente. Et sans doute parce que moi, en ce moment, je travaille sur la transmission, mais je crois vraiment que c'est une question absolument centrale. Et je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous visez à travers cet éloge du désir. Le désir dont il est question, je précise quand même que c'est le désir de vivre. Même si... Pas seulement. Pas seulement, mais parfois j'ai parlé du désir sensuel parce que ça me paraît l'acmé du désir de vivre. Mais ma question, mon inquiétude, je dirais presque, l'inquiétude qui sans doute a nourri tout ce travail depuis mon enfance, c'est le désir de vivre et l'étonnement de reconnaître en soi ce désir de vivre alors que on pourrait ne pas avoir envie de se lever le matin, par exemple, tout simplement. On pourrait ne pas trouver d'intérêt, de charme et de force à l'idée de se lever et de commencer à travailler, à vivre. Donc cette question du désir de vivre, c'est une question évidemment comme toujours un peu personnelle. Moi j'ai une mère très mélancolique et très mutique et ce qui a inquiété, disons, en moi la joie de vivre justement et sans doute que m'en suis aperçue vraiment ces dernières années, mais au fond si j'ai édifié tout ce travail autour du désir, c'est pour lutter contre cette espèce de silence premier et mélancolique et inquiétant. Ce que j'essaye de faire, c'était ça votre question, je crois. Vous avez parlé de s'émerveiller. Il y a bien un thème qui traverse sans doute tous mes livres depuis longtemps. C'est celui du fait que nous sommes en relation. Nous sommes des êtres en relation. Et alors, quand j'écris s'émerveiller, c'est la relation avec l'univers, c'est la relation avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Quand j'écris le petit éloge du désir, c'est la relation charnelle, la relation avec l'autre. Quand j'écris des livres sur la littérature, ça dit ce que j'essaye de faire en tant qu'écrivain avec les autres. Parce que être en relation, ça veut dire ne pas se vivre comme un individu isolé, mais comme une personne en lien constant avec autrui, avec les autres. Et je me suis toujours élevée, c'est là que mon féminisme est universaliste, je me suis toujours élevée contre la définition de l'être,
la définition identitaire ou la réduction identitaire de l'être. Et j'ai toujours dit au contraire que nous étions, parce que nous étions des êtres en relation, nous ne pouvons nous définir qu'à travers ces interactions permanentes avec autrui. Pour le dire rapidement, je ne suis pas une femme, je ne sais pas ce que c'est une femme. Je ne suis pas un homme non plus. Mais je suis une prof quand j'enseigne, une tante devant mes neveux, une petite fille devant ma grand-mère, etc. Bref, je pense qu'il n'y a que des positions que je suis, ce que je suis à travers la relation avec autrui. Et puis, je suis un écrivain dans ma relation avec mon lecteur. Qu'est-ce que j'essaye de faire avec ce lecteur? Eh bien, j'essaye justement de... Alors là, j'ai tout un vocabulaire que j'ai inventé au fil du temps. Qu'est-ce que je fais avec le lecteur? Eh bien, j'essaye de créer avec lui un terrain d'entente. Je parle pour lui, je parle avec lui et je parle de lui. Et j'essaye de dire ce que j'appelle parfois les secrets communs. En tout cas, c'est vraiment ce qui est au cœur de mes essais. C'est ce que j'appelle les secrets communs, c'est-à-dire je me prends pour un écrivain public. C'est-à-dire que mon métier, c'est de mettre en mots, de dire ce qui est le lot commun, au fond. Et ce que tout le monde vit, ce qu'on a au bout de la langue, mais on ne l'avait pas formulé. Le sentiment d'imposture, par exemple, c'est typique de ce type de travail. J'ai éprouvé longtemps et abondamment un grand sentiment d'imposture, c'est-à-dire le fait de ne pas me sentir légitime à certaines places, pas toutes heureusement, mais certaines places que j'occupais. Et au fil des ans, je me suis aperçue que c'était un sentiment absolument universel et général, mais qu'on n'en parlait jamais. Et pour cause d'ailleurs, quand on se sent imposteur, on le cache. On ne veut surtout pas le dire, parce qu'on y croit. Et donc un beau jour, je faisais un peu du sauvetage individualisé, et je disais aux gens, mais ne vous inquiétez pas, vous souffrez d'un sentiment d'imposture, je vais vous expliquer. Et un beau jour, j'ai décidé de faire ce livre, Le sentiment d'imposture, en me disant, mais je vais dire à tout le monde ce que c'est, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, et que c'est pas si grave, et que c'est normal, bref. Et voilà. Et donc, dans le sentiment d'imposture, j'ai mis des mots sur le secret commun qui est de traverser à certains moments et dans certaines situations le sentiment d'imposture. Donc, voilà, dit un peu vite tous ces thèmes. Eros dansant. Toutes les danses de couple se fondant sur un dialogue serré des corps, elles peuvent être regardées comme des mimes de l'amour. Mais le tango, exigeant 2 corps-esprits dans une grande intelligence mutuelle, évoque plus encore l'échange amoureux, car s'il engage un lexique précis, des bas et des figures répertoriées, sa syntaxe est ouverte. Les combinaisons et les possibilités d'improvisation sont infinies. Cependant, bien danser ne consiste pas à multiplier les figures, mais à trouver l'accord pour marcher ensemble. Dans la danse, comme dans l'étreinte, le plaisir et la visée. Alors, il y a plusieurs textes de vous sur le tango, qui pour vous est au fond la danse par excellence. Et peut-être on peut essayer d'expliquer juste cela, en quoi c'est la danse par excellence. Oui, c'est la danse par excellence parce que, comme vous savez peut-être, c'est la danse la plus sophistiquée de toutes les danses de salon. C'est-à-dire que je ne parle pas de danse professionnelle où il faut s'entraîner depuis l'enfance, etc. Non, mais celle qu'on peut, comme moi, commencer très tardivement à apprendre. Et dans le registre de ces danses, donc le tango, c'est vraiment très, très compliqué. Je peux vous dire que ça fait 10 ans que je prends des cours et que je suis toujours, comme tous mes camarades d'ailleurs, qui en prennent aussi toute leur vie, je suis toujours une danseuse moyenne qui essaye d'avancer. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le tango, qui fait que je lui ai en effet consacré ce petit livre, c'est que donc c'est une danse très compliquée. C'est une danse d'improvisation, c'est-à-dire qu'à chaque seconde de la danse, on ne sait pas quel va être le pas suivant, où le guideur va nous entraîner. On ne sait même pas si on va en avant, en arrière, sur le côté, on n'a aucune idée. Donc à chaque seconde, il faut se tenir disponible pour faire le pas suivant qu'on vous invite à faire. Donc vous imaginez que cette conjonction de la danse, de la sophistication de la danse et de l'improvisation, à quoi on peut ajouter qu'on danse toujours très souvent avec des partenaires qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a jamais dansé. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut arriver à danser?
cette danse-là? Eh bien, on peut y arriver parce qu'il se passe entre les partenaires ce qu'on appelle dans le tango la connexion, c'est-à-dire une connivence, un travail d'écoute supérieure aux indications de l'autre. Et l'autre, d'ailleurs, nous écoute de la même façon. Écoute comment on réagit, ce qu'on va faire, etc. Donc, il y a une entente, une écoute mutuelle dans le tango qui en fait ce que j'appelle la danse de la relation. C'est-à-dire que la condition absolue pour la danser, c'est d'être absolument en relation étroite, connivente avec l'autre. Et à ce titre, donc, en réalité, mon petit éloge de l'embrassement, c'est un livre sur le tango à partir duquel je réfléchis à ce que c'est que être en relation, justement. Merci. Alors, Béatrice Commenger, vous, je dirais que ce dernier livre que vous avez publié, qui s'appelle Alger, rue des Bananiers, je dirais que c'est un livre de l'Algérie française. C'est-à-dire un livre qui explique peut-être, qui fait sentir ce que peut être l'intimité d'une personne qui a vécu en Algérie et qui garde au fond de son cœur la trace de cette Algérie française. C'est le lieu de votre propre enfance que vous avez quitté à l'âge de 11 ans, puisque ultime traversée d'Alger à Marseille. Et en fait, le hasard, écrivez-vous, m'avait fait naître sur un morceau de territoire dont l'histoire pouvait s'inscrire entre deux dates, comme une tombe, 1830-1962. Tel un corps, l'Algérie française était née, avait vécu, était morte. C'est au fond toute l'histoire de l'Algérie française que votre roman fait sentir. Oui, là, ça marche, là? Oui. Oui, ben, je suis ravie que vous commenciez par cette phrase, parce que j'avais jamais voulu attaquer de front cette relation intime avec l'Algérie, c'est-à-dire mon enfance uniquement. Je repoussais toujours ça. On me disait ce qu'il y a une blessure. Je disais pas du tout, parce que j'ai quitté l'Algérie en même temps que mon enfance, donc tout allait bien. Mais en réalité, je trouvais que c'était quand même une singularité qui valait la peine d'explorer. Et c'est vraiment en prenant conscience, justement, quand on voit à quel point il y a du ressentiment encore, il y a des désirs de revanche, je me suis dit, mais c'est rien du tout, 130 ans, quoi. C'est rien. Et j'ai voulu traiter, donc mon livre est fait un peu comme une tresse, entre essayer de voir ce qu'ont été ces 130 ans, alors en me tenant sur le fil, justement, en évitant toutes les opinions, parce que vraiment, j'aime pas les idées ni les opinions, et en me tenant sur le fil des faits. Des faits, c'est-à-dire, malheureusement, les faits, depuis 130 ans, c'était massacre contre massacre, en gros. Et au milieu de ça, malgré tout, il y a une petite fille dans les années 50 qui vit un bonheur parfait. Et là aussi, le hasard compte beaucoup, parce que si j'ai appelé le livre Rue des Bananiers, c'est qui m'a fait naître dans cette rue des Bananiers, qui, là, c'est un petit peu une chance, parce que c'était un quartier normalement européen, parce que j'ai pas du tout le même vécu que la plupart des pieds noirs, comme on dit. Et dans ce quartier, il y avait vraiment mes voisins les plus proches, c'était une famille où il y avait une famille kabyle, une famille noire et une famille mozabite. Et puis mes meilleurs amis, c'était des Arabes, pas kabyles. Donc vraiment, ça me semblait normal de grandir là-dedans. Et ça a été vraiment ma chance, quoi. Plus alors, naturellement... la lumière d'Algérie, enfin, tout ce que Camus a pu dire dans Nos, voilà, je me ressens tellement proche de ça. Voilà. Mais il y a les deux, quoi. Le livre fait vraiment... Je tiens beaucoup parce que finalement, j'ai qu'une arrière-grand-mère qui est partie en Algérie. Mes deux grands-pères étaient nés en France, par exemple. Mais je me dis, si elle n'était pas partie, j'aurais eu une destinée tout à fait différente. Donc ça compte beaucoup d'être né de l'autre côté de la mer. Alors au retour, dans la rue des Bananiers, avec Michel et Aoyouche, on chante à tue-tête. « Que sera, sera ». On a même appris les paroles en anglais. « What will be, will be ». La voisine du 17 trouve qu'on crie trop fort. On lui répond en criant plus fort. « La rue est à tout le monde ».
la rue, ma rue, le chemin goudronné comme l'appelle ma mère. La voisine ne comprend rien au bonheur. 60 ans après, Camus me souffle la réponse que nous aurions dû lui faire. La rue des Bananiers n'est pas une rue où on s'amuse, c'est une rue où l'on est heureux. Et ce qui sera, sera. En fait, cette question du bonheur est tout le temps présente. Je dirais plus de la joie que du bonheur, quand même. Enfin, oui, enfin, c'est toujours la question très difficile de déterminer, mais je trouve mais oui, c'est peut-être le bonheur, mais je ne sais pas si quand on est enfant, on est heureux, enfin, on se pose pas la question. Effectivement, c'était plus un bonheur. C'est peut-être que là qu'on est heureux, et après on se contente de joie. J'en sais rien, et de bonheur aussi, mais c'est très difficile il n'y a pas de dichotomie, mais cette nuance. Oui, c'était vraiment, il y avait vraiment un bonheur. Il y avait vraiment un bonheur. Et ce qui était difficile dans mon livre, c'est d'associer. Alors là, on en revient vraiment à la question du jour, l'intime et le politique. C'était de montrer, parce que il y a à la fois donc un peu presque je raconte un peu la conquête, et là avec tous ces morts, plus les drames qu'il y a eu en Algérie. Il y a eu des famines, enfin, ça a été horrible. Enfin, dans les années 60, il y a eu une famine, après il y a les sauterelles, enfin bon, c'est terrible. Et puis, alors moi, qui ai connu la guerre d'Algérie, enfin, celle qu'on appelait les événements, ce que je voulais transmettre, c'est qu'on pouvait, ce que permet la littérature, c'est ça, c'est qu'à partir d'une singularité, d'un destin singulier, on peut montrer ce qu'est un destin singulier, même au milieu, justement, pour se garder on n'est pas obligé d'être dans un camp, dans un autre. Il n'y a que la littérature qui permet de faire ça, de se tenir sur ce fil qui nous éloigne des opinions. Alors justement, je voudrais qu'on essaye de cerner cette question de l'intime et du politique. Vous en avez parlé toutes les quatre. Pour avoir lu vos livres, je pense qu'ils sont tous les quatre dans cette perspective. Mais je voudrais qu'on essaye de réfléchir à ce que signifie cette articulation entre intime et politique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est indispensable à la littérature que cette vision de l'intime? Il se trouve que j'ai travaillé dans le même journal que François Hollande. Il a été par la suite président de la République, mais donc on était assez liés parce qu'on travaillait ensemble régulièrement. Moi, j'étais responsable du Matin des livres, et donc je lisais énormément de romans, notamment des essais, mais beaucoup de romans. Et quand je parlais avec François, lui, il disait toujours moi, ce qui m'intéresse, c'est les essais. Je ne lis que des livres d'économie. Et alors, on s'engueulait vraiment très fort là-dessus. Qu'est-ce qui est révélateur dans la littérature? Et moi, je lui disais, je crois vraiment que ce que la littérature dit de l'intime d'une biographie est absolument fondamental. Et que les essais, c'est bien, ça fait réfléchir, ça donne des idées. Mais si on veut comprendre le monde dans lequel on vit, on a besoin de littérature. Et on a toujours été en désaccord sur ce point. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui. Je résiste pas à vous raconter une anecdote du coup par rapport à ce que vous avez dit. Le premier roman que j'ai écrit, qui était aussi sur cette question-là, racontait l'histoire d'une fausse victime des attentats du 13 novembre. Et il se trouve que je travaillais à ce moment-là avec François Hollande à son cabinet, et que j'ai accompagné à la fois toute la mise en place du dispositif de réponse aux attentats, mais surtout la mise en place de l'accueil des victimes. Et puis, quelques années après, avec un souvenir quand même extrêmement puissant et douloureux aussi de ces semaines-là, j'ai entendu à la radio qu'une jeune femme venait d'être arrêtée parce qu'elle était soupçonnée d'être une fausse victime. Et cette question-là, tout d'un coup, m'est apparue comme au cœur de questions très profondes sur la solitude du monde contemporain, sur la manière dont il y a un besoin de s'inventer une histoire pour être reconnu dans la grande histoire, et la manière dont les drames individuels
percute le drame collectif. Et puis là, j'étais face à un choix. Soit j'essayais de comprendre avec un essai ce qu'avait pu représenter cette invention d'une histoire dans la grande histoire, ou la tentative, pour la première fois, d'écrire un roman. Il m'a semblé qu'il n'y avait que la forme romanesque qui me permettait d'approcher au plus près de cette douleur intime très profonde, et aussi d'être dans une forme de grisaille, ou en tout cas d'absence de jugement, que la littérature, elle me permettait de ne pas choisir si on devait rejeter complètement la fausse victime ou si on essayait de suivre le cheminement qui l'avait amené là. Bref, je raccourcis. Et donc, j'écris ce roman sans rien lire sur cette personne, mais vraiment en inventant une fiction totale. Dans le roman apparaît à un moment François Hollande, puisque le roman commence au moment de cette nuit-là. Donc, je lui ai adressé le roman, qu'il a eu la gentillesse de lire, alors qu'effectivement, il ne lit pas de roman, il lit des essais. Et il m'a envoyé un message en me disant « c'est quand même très drôle ». Alors, je me suis dit, soit il ne l'a pas lu du tout, parce que le livre, évidemment, est formidable, mais il n'est vraiment pas drôle. Et je lui réponds, je ne comprends pas. Il me dit, mais c'est incroyable, tu as inventé une histoire dans l'histoire qu'on a vécue. C'est très drôle, tu as inventé une histoire. Et donc, le fait même romanesque, c'est-à-dire la fiction même, lui apparaissait avec une forme d'étrangeté par rapport à l'attachement qu'il a, très très fort, aux essais, mais aussi à tout ce qui est historique, aux biographies, à tout ce qui va raconter notre histoire. Mais l'invention lui paraissait singulière. Linda ? Oui, je reviens à votre question du lien du politique et de l'intime. J'ai mis longtemps à comprendre à quel point l'intime était différent du personnel. Ce qui nous arrivait personnellement n'était pas nécessairement ce qui nous arrivait intimement. Et je donne un exemple, et en quoi la littérature peut essayer d'approcher ce genre de choses, et en quoi elle est politique. Mon tout premier roman, je l'ai écrit lorsque il y avait le procès Barbie. C'était juste après le procès Barbie. Le procès Barbie, je n'avais rien lu, je ne pouvais pas supporter d'entrer dans le détail. Le Monde rendait compte régulièrement du procès, et vraiment ça me blessait tellement. Non pas personnellement, puisque je n'avais rien à voir avec cette histoire, mais me blessait intimement. Et donc mon premier roman, c'était un roman autour du suicide de Stefan Zweig au Brésil, en 1942. Stefan Zweig se suicide avec sa jeune femme. Il est exilé, il est isolé, mais c'est quand même l'écrivain le plus célèbre de l'entre-deux-guerres, le plus mondialement reconnu. Et pourtant, il se suicide à ce moment-là. Pourquoi ? Alors, bien sûr, la réponse la plus rapide, c'est de dire qu'il était un peu dépressif. Et donc, évidemment, le contexte en 1942, on ne voyait pas l'issue de la guerre, on ne voyait pas comment ça pourrait se terminer. Ça l'a accablé. Mais moi, je crois aussi, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène, disons, dans ce roman, je crois que ce qui arrive à l'humanité autour de nous, même quand ça ne nous concerne pas personnellement, vient nous affecter à cet endroit qui s'appelle l'intime, et qu'à cet endroit-là, on peut souffrir. On peut souffrir très profondément parce qu'on n'est pas, j'en reviens toujours à mon dada, mais on n'est pas des individus isolés, enfermés dans leur identité, dans leur individu, justement, mais on est aussi des personnes qui portent en elles l'humanité tout entière. Et l'écrivain, me semble-t-il, c'est là qu'il va puiser pour essayer d'exprimer le monde, dont la politique, si je puis dire, dont la marche est une de ses grandes affaires. Donc il vient plonger dans cet endroit qui s'appelle l'intime, et qui, encore une fois, n'est pas forcément le personnel. Moi, je n'ai pas de rapport avec la Shoah, avec l'extermination, et même avec la guerre. Je suis née bien après. Donc voilà, c'est le lien que je ferai entre l'intime, le personnel et le politique, et comment la littérature peut venir questionner cet endroit-là de notre personne. Myriam Anissimov. Pour moi, c'était un contact direct et évident, pas idéologique. C'est-à-dire que je portais en moi ce que j'avais reçu, c'est-à-dire le monde yiddish, une civilisation qui avait totalement disparu. Et donc, j'étais en train de... Ma mère souhaitait que je devienne une Française parfaite, que je sois
professeur d'université ou médecin ou avocat. Enfin, chez les Juifs, c'était surtout ça qui était désiré. Et donc, je trouvais aucune place. Je ne savais pas où était ma place entre ce qui était familier pour moi et immédiat, qui était ma sensibilité à une langue, à des odeurs, à une cuisine, à ce que faisaient mes parents et ce que je vivais à l'école et surtout ce qu'on me forçait de devenir. Et donc, si vous voulez, le dressage pour devenir une très bonne élève, pour être première et pour parler un français impeccable, et tout ça, ça a été quelque chose qui... Et surtout, en plus, alors il y avait donc ces deux mondes, et je passais sans arrêt de l'un à l'autre, dès que je sortais chez moi pour aller à l'école et dès que je revenais chez moi pour suivre le dressage qui continuait. Mais surtout, c'était de voir mes parents dans leur évolution. C'est-à-dire, d'une certaine manière, mon père... Alors, contrairement à tout ce que beaucoup de gens racontent, qui disent qu'on ne leur a pas parlé de la Shoah, que les parents ne disaient rien, qu'ils étaient mutiques, que des gens ont découvert ce qui était arrivé à leurs parents, mon père, au contraire, m'a montré des livres avec des photos atroces, et donc ça obsédait mes nuits. Je voyais les amoncellements de cadavres, et il me disait en yiddish « n'oublie jamais, n'oublie jamais, n'oublie jamais ». Donc j'avais cette espèce d'injonction de vivre dans un monde de ténèbres que je n'avais pas connu, et de l'autre côté, l'ordre de m'adapter à des formes très différentes, et surtout que personne ne parlait de ça. À l'époque, la Shoah était complètement ignorée. En France, on n'en parlait absolument pas. Donc, j'étais une communiste fervente. J'avais 10 ans, je donnais des cours de communisme dans la cour du lycée quand je suis arrivée en 6e. Et on me regardait avec curiosité, et je comprends pourquoi. Maintenant, à propos du tango, je ne résiste pas à vous raconter quelque chose. C'est le tango vu par le monde yiddish et les Max Brothers. Je n'ai pas résisté, excusez-moi. Et donc, c'est une chanson yiddish qui dit « Une jeune fille, une minette, quoi, une gamine, une nana, est allée danser le tango. Et quand elle est rentrée du tango, c'est très rapide en yiddish, hein, c'est vraiment Sidney Lumet et tout ça. Elle est revenue enceinte. Et elle dit « Oh maman, je ne sais pas comment te le dire, mais en dansant le tango, je suis tombée enceinte. » Alors ça, c'est le but du tango, n'est-ce pas? Alors Myriam Anissimov raconte comment son père dit « N'oublie pas, n'oublie pas ». Et son dernier livre s'appelle « Oublie-moi 5 minutes ». C'est assez intéressant parce que ça signifie que dans une histoire concrète, l'oubli vous rattrape d'une autre façon. Il faut l'imposer d'une certaine façon pour empêcher qu'on torde l'intimité dans un mauvais sens. Ah non, c'est-à-dire que ma mère était une femme, un homme d'affaires, je puis dire, extraordinaire. Elle s'était faite toute seule, sans sa mère. Elle était, elle aussi, une élève émérite. S'il n'y a pas eu la guerre, elle n'aurait jamais été épousée un poète yiddish. Et donc, il fallait que ça passe ou que ça casse. Elle avait beaucoup de choses sur la tête. D'abord de combattre la misère, d'élever ses filles comme des vraies Françaises, de plein de choses. Et donc, moi, j'étais en quête d'amour, vu que je l'avais perdue à 6 mois et que je l'avais retrouvée. Et alors, je lui demandais toutes les 5 minutes, « Maman, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. » Et elle me disait, elle me disait, « Oublie-moi 5 minutes. » Voilà. Béatrice Commenger, est-ce qu'au fond, quand on lit votre livre, on n'est pas persuadé que la chair de l'Algérie française, c'est une histoire concrète, et que finalement, ce qui nous manque chez les historiens, quand ils parlent de ce qui s'est passé avec l'Algérie française, c'est au fond ce qu'ont ressenti exactement un certain nombre de gens. Oui. Parlez dedans, ça va marcher.
Oui. Oui, ben, en tout cas, si j'ai réussi à faire ça, c'est exactement ce que je voulais. C'est ce que la première phrase que vous avez citée. Je me suis dit, je vais le traiter comme un corps, cette Algérie française, puisqu'elle est née, et le livre, ça se termine, c'est fini. C'est ce que les gens, ben, c'est fini. Voilà, un jour, il y a eu le drapeau algérien, c'est fini. Et ça, c'est très important. Et alors, pour essayer de transmettre ça, j'ai tenté, alors j'avais demandé à ma mère qui était la première qui était venue, puisque c'était elle n'allait pas au-delà de sa grand-mère. Là, elle connaissait très très bien. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire de mon premier livre, ça. L'histoire de cette grand-mère qui a épousé mon arrière-grand-père français. Mais au-delà, j'ai dit, mais d'où venait-elle, elle me dit, mais ses parents étaient déjà en Algérie. Je dis, mais d'où ils venaient? Et finalement, elle ne savait pas. Elle m'avait dit, je ne sais pas, je crois que c'est d'Alsace. C'était en 1860. Hein. Et maintenant, je ne sais pas si c'était possible quand j'ai écrit mon livre en 1985. Là, maintenant, il y a eu des archives très faciles à trouver. Et j'ai vu que finalement, ces deux arrière-grands-parents étaient arrivés séparément d'ailleurs. Ils étaient tous les deux du sud-ouest, un du Tarn et un de Haute-Garonne. Et ils s'étaient sans doute rencontrés là-bas. Mais ce qui était intéressant, c'est que je voulais vraiment les faire vivre. Alors, j'ai beaucoup cherché de photos, de les mettre dans un contexte. Par exemple, je savais qu'ils étaient à Cherchell. En plus, c'était une ville où j'étais jamais allée, une petite ville. Et j'imaginais, mais je me heurtais toujours à ce que je ne savais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle savait, elle ? Et c'est ça, finalement, on se heurte toujours. Je me heurtais à l'ignorance, à son ignorance. Je me heurtais plus à son ignorance qu'à sa vie. Je me disais, mais peut-être qu'elle ne savait pas du tout comment c'était. Parce qu'il y a quand même je crois que c'est elle qui ne signe pas son mariage. Je crois qu'elle était analphabète. Donc je me dis, peut-être qu'elle ne savait pas du tout qu'est-ce que c'était que la colonisation, comment on expliquait la colonisation à ce moment-là. Enfin, voilà. Et tout ça, finalement, on ne le sait pas. Mais je pense qu'en montrant même son ignorance, je la rends plus charnelle. Alors justement, rendre quelqu'un plus charnel, c'est absolument fondamental. En fait, l'état du monde aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, il ne peut pas nous laisser indemnes. Et dans un article du Monde, Belinda écrit « Cet état du monde résonne au plus intime. J'éprouve ces temps-ci un désespoir et une fatigue qui résultent, je crois, de l'impression que, où que nous regardions, l'ombre gagne. » C'est une phrase d'Aimé Césaire. Sans qu'on n'y puisse rien. Comment est-ce que l'ombre peut gagner sans qu'on n'y puisse rien? Et est-ce que finalement, évoquer cela, ce n'est pas évoquer la manière dont cette ombre nous saisit? Oui, bien sûr. D'abord, sans qu'on n'y puisse rien. Alors là, je ne comprends même pas ce que vous voulez me dire. Et moi, je ne dis rien, c'est vous. Non, mais non, ça a l'air de vous étonner. Oui, le monde marche un peu sur la tête, là, particulièrement, et sans que j'y puisse rien. Alors même si, en effet, je m'engage comme je peux, ici et là, pour essayer d'améliorer la situation, mais bien entendu que les forces adverses, c'est peut-être ça qui définit les moments de crise comme ceux que nous traversons, les moments d'ombre, c'est qu'on a l'impression que les forces adverses sont infiniment plus puissantes que tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour les contrarier. Et c'était des belles années, les années du communisme finalement, où on avait l'impression, ceux qui militaient avaient l'impression qu'ils allaient changer le monde par leur action. Aujourd'hui, on est écrasé par l'ombre. Et en effet, je ne sais plus quelle est votre question, mais en effet, un écrivain peut s'emparer de ça au moins, du fait d'être affecté, de la manière dont il est affecté. Et encore une fois, pas en tant que personne, pas en tant qu'individu, pas d'une façon personnelle, mais dont il est affecté intimement par cette marche du monde. Moi, je ne suis pas affectée par la guerre en Ukraine, par ce qui se passe en Iran, etc., en Chine. Et en même temps, ça vient m'affecter à un endroit incroyablement intime et profond qui fait que mon bonheur, ou la possibilité de mon bonheur, par exemple, est absolument entravée, affectée, oui, par cette marche du monde.
l'écrivain peut rendre compte. Je crois que tout le travail, en tout cas des romanciers, c'est précisément, de mon point de vue, je sais que ce n'est pas forcément partagé, mais c'est d'aller chercher dans cet endroit intime où le monde vient se réfléchir en nous et où il vient nous traverser. Et le romancier raconte ça, le fait d'être traversé par le monde. J'ai envie de répondre parce que on a beaucoup de chance de pouvoir dire tout ça. Parce que si vous pensez à Vassili Grossman, le pauvre, donc, qui passe 15 ans de sa vie à écrire une œuvre, peut-être le plus grand livre qui a été écrit au XXe siècle, Le Vieil Destin, et qu'au moment où il achève son livre, les gens du KGB viennent saisir. Comme ils ont sonné à sa porte, les policiers du KGB, ils sont venus et ils ont dit: on vient arrêter un livre. On vient arrêter un livre. Bon, et Grossman a fait une crise cardiaque. Et ils l'ont emmené dans la voiture. Il a eu encore beaucoup de chance d'en sortir vivant. Et avec lui, ils sont allés saisir tous les exemplaires du manuscrit et les rubans des machines à écrire chez les secrétaires qu'il avait saisis. Cela dit, comme vu le livre qu'il avait écrit, il savait comment que ça lui pendait au nez. Donc, il avait réussi à dissimuler 2 exemplaires du manuscrit. Dont un qui a été tenu par Efimetkin, lequel Efimetkin l'a ramené en Occident. Alors, ça vaut le coup qu'on en parle quand même, parce que ça donne une très relatif à ce qu'on dit. Alors, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait confié ce manuscrit à un ami chimiste qu'il avait connu lors de ses études à Kiev, puisqu'il est de Berditchev et qu'il a fait une partie de ses études à Kiev. À l'époque, c'était une partie de la Russie soviétique. Et donc, ce monsieur vivait dans une espèce de cabane à 250 km de Moscou. Et quand il est mort, sa femme lui avait dit surtout ça, c'est ce que nous avons de plus précieux. Donc, c'était des maisons sans fondation. Il y avait un plancher avec une trappe pour conserver les pommes de terre. Et donc, le manuscrit était sous les pommes de terre. Donc, il y avait des proches de Grossman qui savaient ça. Donc, ils sont allés chercher le manuscrit. Et ensuite, effectivement, il y a eu une course-poursuite dans Moscou, puisque les KGB savaient quand même qu'il y avait 1 ou 2 copies qui circulaient. Et donc, le mec, Etkin, est parti pour essayer de faire passer à un diplomate, pour qu'il soit... D'abord, il a d'abord été microfilmé dans la salle de bain des époux Sakharov. Je ne sais pas si vous imaginez, avec un petit appareil de photo au-dessus de la baignoire. Tout ça, ça a été fait dans cette salle de bain. Et ensuite, donc, il est parti pour essayer de confier ça à un diplomate. Seulement, il était poursuivi dans tout Moscou. Alors, pour faire croire qu'il allait faire des courses, il avait pris des bouteilles pour aller dans un supermarché, puis il avait pris un aspirateur à faire réparer. Et partout où il allait, il y avait la voiture derrière. Et alors, il a passé une journée entière avec une voiture brinque-ballante, avec le manuscrit et la course-poursuite du KGB. Il a finalement réussi à faire passer le manuscrit. Et c'est Dmitrievitch qui a publié ça, qui s'est arraché la vue puisqu'on lui a apporté les manuscrits et les microfilms, et donc il les a saisis. Il a passé 4 mois dans le noir avec les vieilles machines à transcrire ce livre qui est d'abord paru en Suisse et en France. Mais ça donne une idée de ce que c'est que l'intime et de ce que c'est que la politique. Je crois que là, nous, on est vraiment des rigolos, quoi. Je veux dire, là, on est au cœur aussi, ou encore, autre exemple, la nuit du 12 août 1952, Staline fait arrêter tous les écrivains yiddish, tous les poètes yiddish. Ils sont torturés atrocement et fusillés tous la même nuit dans les caves de la Loubianka, et Peretz Markish, le plus grand poète yiddish de l'époque, part en chantant la Tikva à la mort. Alors, moi, vous comprenez, quand on parle comme ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas des gens sérieux. Pour moi, les grands livres, c'est Vassili Grossman, par exemple. Ça, c'est un livre sur l'intime et le politique. Mais bon, on n'a pas vécu ça, donc on raconte des petites histoires, mais pas des grandes histoires. Voilà. Enfin, excusez-moi, je pense ça, mais pour nous, moi, je suis pour pas moi convaincu, aussi. enfin. Moi, je ne suis pas convaincu. Là, moi, je me dis qu'il faut bien apprécier notre privilège, parce que je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut
pas en parler de la politique, parce que vraiment, on a eu du pot, quoi. Quand on est né après-guerre, on a eu vraiment les 30 Glorieuses, mais ce que dit, je ne sais pas quand tu as écrit cet article, Belinda, dans Le Monde, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, c'était avant la guerre en Ukraine. Oui. Ah ouais, parce que je ne sais pas, depuis, peut-être il y a eu ce Covid, la guerre, je ressens, mais alors quelque chose comme ça, comme une espèce de chape de plomb, mais que je trouve absolument indéfinissable, plus bien sûr l'écologie, etc. Et moi, effectivement, ça entrave peut-être le sentiment du bonheur, mais moins le sentiment du bonheur que ça peut. Moi, ça m'a entravé un peu même le désir d'écrire, enfin la possibilité d'écrire. C'est pas le désir était là, il est toujours là, mais je vois qu'il y a comme un truc qui me... Enfin, je vois, j'ai beaucoup de mal, là, je suis en train d'écrire un livre, et ça s'insinue, et je veux pas surtout justement en parler, parce que qui suis-je, quoi? Je suis pas en ce moment à Kiev avec les bombes. Mais comme tu dis, je suis pas à Kiev avec les bombes, mais c'est là. En même temps, est-ce qu'on peut pas dire que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il y a quelque chose comme une indécence à parler de bonheur. Bien sûr. C'est gênant, c'est gênant. Et pourtant, ça fait partie de la vie. Ben, bien sûr. Il faut absolument en parler. Il faut absolument en parler. Parler de l'intimité, c'est parler aussi du bonheur. Oui. On ne peut pas rester seulement sous les coups tout à fait d'accord. De la politique. C'est-à-dire que c'était plus facile, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, mais en parlant du passé, de montrer une petite fille heureuse, alors que j'ai remarqué presque toutes les... Enfin, on se dit c'est pas bien de parler du bonheur, il y avait la guerre, il y avait des morts, etc. Mais montrer que c'est possible, donc il faut le dire, ça aussi, ça c'est vrai, parce que je pense qu'il y a des histoires d'amour en ce moment qui est magnifique, qui se vivent à Odessa. Moi, quand j'ai lu les essais de Belinda, je dois dire que j'ai rêvé sur ces histoires d'amour et ces pauses d'amour et cette manifestation du désir que vous nous rapportez d'une certaine façon. Et finalement, on s'envole et on a l'impression qu'on est dans un monde où aussi l'amour peut exister et peut être absolument fascinant, intéressant, extraordinaire, ce qui donne le sel à la vie. Et c'est important aussi, ça. Oui, d'ailleurs, je dis souvent que curieusement, et là il faudrait y réfléchir peut-être plus avant, mais il y a vraiment donc deux grandes parties dans mon travail. Il y a les essais et la fiction. Et curieusement, la violence du monde, ce dont on vient de parler, elle est pour moi entièrement rassemblée dans la fiction. Et les essais, au contraire, essayent de fouiller quelque chose d'autre, et parfois le bonheur, parfois le désir de vivre, le désir sensuel. Et il y a quelque chose dans les essais où je m'efforce de penser une vie bonne et le bonheur, alors que le roman, c'est vraiment l'endroit qui recueille l'inquiétude, les questions, et peut-être parce que le roman, justement, ne prétend pas répondre aux questions, alors que l'essai, malgré tout, ça a un côté argumentatif. Je vais vous donner des arguments, je vais essayer de vous convaincre, de vous entraîner. Moi, je dis toujours, mes essais, c'est ma conversation avec l'époque. Alors que le roman, c'est l'endroit de la question, des questions dont on sait qu'on ne va pas donner vraiment les réponses, on peut juste déployer la question. Et c'est donc là, mes romans sont assez sombres, en fait. Et c'est curieux, comme j'ai constaté, que ça s'est réparti de cette façon. Constance Rivière. Moi, on convoque des grandes figures. En m'interrogeant sur cette question de l'intime et le politique, je réalisais que pour moi, le plus grand romancier qui existe, chacun a c'est Victor Hugo, qui est à la fois le romancier le plus politique qu'il y ait eu, qui est le mieux réussi à approcher les grands tourments de son monde et qui s'est engagé aussi extrêmement fortement avec un impact sur sa vie, et en même temps celui qui est allé le plus profondément chercher ses sentiments. Et je me suis souvenue, alors c'est un vieux souvenir d'écolier, de débats qu'il y avait eu déjà à l'époque, parce que dans sa préface des Contemplations, il essaye de répondre à tous les critiques qui se plaignent des écrivains du moi, de ceux qui parlent d'eux. Et
il a le droit, il est autorisé en quelque sorte à répondre à cette critique plus que toute autre personne. Et il écrit quand je parle de moi, je parle de nous. Et il dit insensé qui croit que je ne suis pas toi. Et je pense que là, il dit quelque chose d'extrêmement profond sur ce que vous décriviez du rapport de l'intime à la politique. C'est parce qu'on va aller chercher en soi-même, et c'est très difficile d'aller chercher en soi-même une forme de sincérité, une forme d'honnêteté par rapport à ce qu'on vit dans le monde, qu'on peut peut-être, avec une très grande modestie, puisque tout le monde n'est pas Vassili Grossman, mais qu'on peut aussi aller chercher quelque chose qui va raconter du monde et raconter à l'autre quelque chose en quoi il va pouvoir se reconnaître, et qu'on va ouvrir la possibilité d'un dialogue là où justement le monde fait que le dialogue est rendu impossible. Bien, ben on va s'arrêter là. Pardon ? Très belle conclusion. Alors donc, je vais vous recommander la lecture de ces 4 livres. Myriam Anisimov, Oublie-moi 5 minutes, c'est au Seuil. Constance Rivière, qui vient de parler, La Maison des Solitudes, chez Stock. Et puis Béatrice Commenger, Alger, rue des Bananiers. Et puis pour Belinda, j'en choisis 2 pour Belinda Cannon. D'une part, L'écriture du désir, chez Folio. Et puis, le dernier que j'ai lu, qui est le plus récent, qui est Le petit éloge de l'embrassement. Voilà. Merci à tous.